Bonjour à tous, nous sommes le 9 mars 2025. Bienvenue sur Valise Diplo pour cette chronique numéro 20 et nous sommes toujours à Hong Kong. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision du monde qu'a la Chine, puisque vous connaissez mon ouvrage Comprendre la relation Chine-Occident. Je vais vous présenter aujourd'hui la vision chinoise de sa relation au monde en général, pas juste l'Occident. Évidemment, sa relation avec l'Occident étant la plus, on va dire, laborieuse, ce sera une bonne partie de cette présentation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir également ce que la Chine a à dire au reste du monde. Alors, pour comprendre la relation de la Chine au monde en général, il est intéressant de regarder ce qui se dit en fait dans le discours officiel. Et il y a deux discours qui ont été prononcés par le ministre des Affaires étrangères de Chine, M. Wang Yi, dans le courant du mois dernier. Il a fait deux discours qui ont été très marqués dans le sud global, donc les 7 milliards d'individus sur cette planète qui ne font pas partie de l'Occident et qui sont intéressés par la vision du monde que la Chine a proposée à tout le monde, mais qui n'a, pour ainsi dire, pas du tout été relevé dans les médias occidentaux. Et ces deux discours qu'a donné M. Wang Yi, c'est le premier qu'il a donné à la conférence sur la sécurité qui est de Munich, qui a eu lieu le 14 février dernier, et le deuxième discours a eu lieu le 7 mars, donc il y a quelques jours, à Pékin, lors de la session, les deux sessions parlementaires, qui est ce grand rendez-vous politique parlementaire annuel qui a lieu chaque année au mois de mars à Pékin et qui réunit la totalité l'équivalent des députés et sénateurs chinois. Donc ce discours-là, dans ces deux discours, Monsieur Wang Yi a posé un peu on va dire les jalons de la vision diplomatique chinoise, qui est basée sur la défense du concept de la multipolarité. Alors ça, je vous apprends rien, c'est un mot à la mode, mais il a souligné que dans un environnement international qui est en changement et qui est très turbulent, quelle est la solution en fait à un monde où il y a 193 États qui sont représentés aux Nations Unies, tout le monde est dans le même bateau et on voit arriver la multipolarité un peu comme un événement inévitable, enfin une espèce d'inévitabilité historique qui devient déjà une réalité. On voit avec les BRICS, on voit avec les nouvelles routes de la soie, on voit avec la tentative, enfin les tentatives de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout ça, ça fait que on va de toute façon vers la multipolarité, mais on voit qu'il y a des résistances, notamment de l'hégémon anglo-américain. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que la multipolarité sera un facteur de paix ou un facteur de turbulence. Et comme je l'expliquais dans un article que j'ai récemment publié dans un journal chinois qui s'appelle Global Times, j'expliquais qu'en fait, l'objectif de la multipolarité est évidemment d'amener plus de paix et de prospérité sur cette planète, mais que le concept même de multipolarité va, de par la résistance que lui oppose l'hégémon anglo-américain, va créer beaucoup plus de remous que on peut l'imaginer à présent. La raison pour ça, c'est qu'en fait, qu'est-ce que la multipolarité? C'est d'avoir plusieurs pôles d'influence sur cette planète, donc avoir, on va dire, un pôle asiatique, dans lequel on imagine se profiler à l'horizon que ce serait la Chine qui serait au centre, qui serait l'état majeur de ce pôle asiatique, la Russie en serait un autre, le Brésil ou l'Argentine ou le Venezuela en serait un autre, l'Afrique du Sud ou le Nigeria ou un autre pays africain serait l'état majeur du pôle africain. Le Moyen-Orient, évidemment, il y aurait une dispute entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et Israël, qui se voient tous comme éventuellement l'état majeur de ce pôle moyen-oriental. L'Indonésie et la Malaisie et Singapour se disputeraient l'Asie du Sud-Est. Donc on voit que la composition en fait de ces ensembles régionaux, dans lesquels pour l'instant il n'y a pas vraiment même en Europe, même en Europe de l'Ouest, est-ce que ce serait la France, est-ce que ce serait l'Allemagne, on ne sait pas vraiment. On voit que il n'est pas clair jusqu'à présent quel est l'État qui, dans chaque ensemble régional, serait l'État majeur. Il n'y a qu'en Chine, il n'y a qu'en Asie finalement où on voit que c'est la Chine, ça peut pas être le Japon, ça peut pas être la Corée. Donc on voit que ça va être la Chine qui va forcément prendre
leadership dans ce groupe-là, mais pour le reste du monde, les États-Unis évidemment sur toutes les Amériques ou l'Amérique du Nord au moins, mais dans le reste du monde c'est très incertain. Et donc ce qu'on voit, ce qui se passe actuellement, c'est que des États secondaires qui se pensent, qui se voient comme États majeurs dans leur ensemble régional, commencent à faire à saisir des terres, des territoires, au prix parfois de génocide, au prix d'un mépris flagrant du droit international. On voit les États-Unis qui proposent au Danemark de racheter le Groenland, et s'ils n'aient pas à vendre, de le prendre par la force, de tordre le bras au Panama. On voit ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, ce qui va se passer bientôt. On voit ce qui se passe entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Tous ces jeux de pouvoir où en fait il y a vraiment des prises de terrain, de territoire qui sont faites, parce que en fait tous ces États-là essayent de contrôler des territoires, de contrôler des nœuds de circulation, que ce soit des oléoducs, que ce soit des voies ferrées, que ce soit des voies maritimes. On voit les États-Unis qui sont en train de mettre la main en fait sur tous les goulets d'étranglement dans le monde entier. En fait, on voit la prise de contrôle du canal de Panama, mais également dans cette affaire la vente à la société BlackRock d'une quarantaine de ports par la société de Hong Kong, CK Hutchison. Ça ne concerne évidemment pas que le canal de Panama, mais ça concerne également le canal de Suez, ça concerne le cap de Bonne-Espérance, ça concerne la route maritime du Nord, ça concerne le détroit de Malacca. Donc on voit vraiment qu'il y a une course, une fuite en avant en fait pour contrôler un maximum de territoires, de nœuds, de corridors de circulation de marchandises, pour ensuite se retrouver à la tête d'un ensemble régional. Voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'on va se retrouver dans un monde finalement où la volonté le fort va imposer sa volonté aux faibles? Et la réponse de la Chine à ça, c'est que même si le monde s'en va vers la multipolarité et que c'est une inévitabilité historique, la Chine propose de travailler ensemble pour que le monde multipolaire vers lequel on s'en va soit plus juste et plus ordonné. Et la Chine a bien l'intention de jouer dans ce grand jeu-là, de jouer un rôle de facteur de certitude et de stabilisation des relations internationales. Alors dans ces discours, il y a 4 points que j'ai relevés qui sont importants à noter. Le premier, c'est l'importance de promouvoir un traitement égal entre tous les États. Parce que le système international dans lequel nous vivons à l'heure actuelle est l'héritier d'un système colonial ou l'héritier d'un monde en fait qui a été divisé entre un centre et une périphérie. Le centre étant l'Occident, le milliard doré, celui qui jouit des richesses du monde entier depuis 1945, et puis une périphérie qu'on a toujours appelée le tiers-monde ou les pays en développement, ou des choses comme ça, les pays sous-développés. Et donc, selon la Chine, selon la vision chinoise des relations internationales, ce modèle est expiré, et si l'hégémon anglo-américain tentait de le revitaliser ou de le faire revivre d'une manière ou d'une autre, la Chine pense que ça serait voué à l'échec. Donc, la raison pour laquelle la Chine voit que c'est un échec, c'est qu'il y a une vraie demande, une quête d'indépendance, d'autonomie en ce moment dans le monde en développement. On voit la liste d'attente pour entrer dans les BRICS, pour participer aux nouvelles routes de la soie, pour réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la Chine voit qu'il y a vraiment une quête d'indépendance et d'autonomie dans le monde entier, et que donc on s'en va vers plus de démocratie dans les relations internationales. Voilà. C'est un mouvement qui est quasiment inarrêtable, même si on le voit, l'hégémon anglo-américain n'économise pas ses efforts justement pour arrêter ce mouvement, un mouvement qui a été détecté aux États-Unis dès les années 90. La doctrine Wolfowitz de 1992 parlait bien de stopper l'émergence de toute puissance secondaire qui pourrait un jour concurrencer les États-Unis. Voilà. Donc, ce processus de multipolarisation fait peur à l'Occident, c'est ce qui est de bonne guerre, puisque quand on est le premier, on n'a pas envie de se retrouver deuxième. Mais ce que explique justement la diplomatie chinoise, d'ailleurs avec la diplomatie russe, c'est que ça n'est pas un exercice de désoccidentalisation des relations internationales. Ça n'est même pas un effort de dédollarisation
les relations internationales, malgré ce que peut dire Donald Trump sur les BRICS ou sur d'autres pays comme ça. Voilà. Mais en fait, la Chine et la Russie essayent de s'en aller vers on va dire de donner une nouvelle forme aux relations internationales qui soit plus qui donne la possibilité à tous les États de toucher des bénéfices de cette mondialisation, alors qu'auparavant la mondialisation ne bénéficiait que aux inventeurs de la mondialisation qui étaient les gémons anglo-américains. Voilà. Chaque État doit pouvoir trouver sa place dans les relations internationales. C'est la Chine, la Russie, les BRICS en général qui y contribuent. Alors que ce qu'on voit, c'est que l'Occident actuellement est en train de saper en fait les fondations du système international. Et donc ça sera la deuxième partie. En fait, le deuxième point important, c'est que la Chine ne compte pas en fait proposer un nouveau système de relations internationales, mais juste de rendre le système international actuel, le droit international actuel, plus juste, plus équitable et qui puisse profiter à tous les États en développement et pas uniquement l'Occident. Alors pourquoi est-ce que la Chine est à l'avant-garde de cette réforme des institutions de Bretton Woods, de l'ONU et de proposer des contreparties en fait à ce système-là? C'est qu'en fait elle dit, il y a un dicton chinois qui dit qu'on ne peut pas tracer des cercles et des droites sans un compas et sans une règle. Donc il faut que le système international ait des normes, des standards auxquels tous les États sans exception soient soumis. Or, malgré que ce soit le but originel de l'ONU, on voit que certains États, les gémons anglo-américains et puis ces affidés occidentaux européens, pour la plupart européens, en fait s'affranchissent de plus en plus de ces règles, que le droit international a laissé place à une expression anglo-américaine qui est un système international basé sur des règles, et on ne sait pas quelles sont ces règles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le cadre multilatéral est en train d'exploser en plein vol, parce que quelques États sont convaincus que c'est la force qui fait office de raison. C'est la célèbre expression en anglais qui est might makes right. Et en fait, ça ouvre la boîte de Pandore, parce que dès qu'un État se sent un petit peu plus fort que les autres et ne se sent pas, on va dire, concerné par les règles internationales, eh bien, on se retrouve rapidement dans une loi de la jungle qui est à peu près l'état dans lequel se retrouvent les relations internationales actuellement. Et par exemple, un exemple qui a été donné par monsieur Wang Yi, qui est l'exemple de Gaza, où il explique que le plan israélo-américain qui concerne Gaza, qui en fait une espèce de Riviera moyen-orientale. One, where exactly are you suggesting that they should go? And two, are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? I envision a world, people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place. I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable. And I think the entire world, representatives from all over the world will be there, and they'll live there. Palestinians also. Palestinians will live there. Many people will live there. But they've tried the other, and they've tried it for decades and decades and decades. It's not going to work. It didn't work. It will never work. And you have to learn from history. History has, you just can't let it keep repeating itself. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent. But more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation, because they're living in hell. And those people will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Palestinians mostly we're talking about. And I have a feeling that despite them saying no, I have a feeling that the king in Jordan and that the general president, but that the general in Egypt will open their hearts and will give us the kind of land that we need to get this done. And people can live in harmony and in peace. Thank you all very much. Et tout à fait inacceptable. La Chine a répété sa position sur la question, a dit que Gaza appartenait aux Palestiniens, que Gaza appartenait à une Palestine indépendante, et que changer cela, ça n'apportera pas de paix dans le monde, ça n'apportera que plus de chaos, parce que effectivement,
c'est en fait la politique de l'hégémon anglo-américain depuis 1945, c'est qu'il ne parle que de démocratie et de l'égalité, mais en réalité c'est fondé sur une éradication de toute dissidence, de toute opinion contraire à celle des États-Unis. Et donc, il n'y a plus besoin de diplomatie. C'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'hégémon anglo-américain ne pratique pas la diplomatie, il pratique la coercition financière et militaire si la coercition financière ne fonctionne pas. Voilà. Donc la Chine, en fait, fait la promotion d'un système dans lequel tout État, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa force, sa puissance militaire, aura une espèce de titre de propriété ou un siège à la table du système international. Il faut bien se rappeler l'expression que Anthony Blinken avait prononcée lors d'un sommet. Il avait dit, si vous n'êtes pas assis à la table des grands, entre guillemets, vous faites partie du menu, vous êtes sur le menu. Voilà. If you're not at the table in the international system, you're going to be on the menu. So it was very important for us to re-engage multilaterally, and we've done that. When it comes to strategic competition, and there's no doubt that we have one with China, there are a few things to be said. First, we have an obligation to manage that relationship responsibly, and I think that's something that we hear from countries around the world, and it's clearly in our interest to do so, and that's exactly what President Biden is doing. And when it comes to other countries, the point is not to say to country X, Y, or Z, you have to choose. The point is to offer a good choice. And if we can do that, and I believe we can and we have and will continue, then I think the choice becomes fairly self. C'est vraiment une révélation en fait du cynisme de la vision anglo-américaine des relations internationales. C'est si vous n'êtes pas à la table des grands, vous faites partie de ceux qu'on bouffe. Voilà, donc ça c'est quelque chose que la Chine n'envisage pas et ne souhaite pas se retrouver dans ce schéma-là, alors qu'elle pourrait s'en désintéresser, vu qu'elle est déjà à la table des grands, elle est déjà au Conseil de sécurité. La Chine siège dans est signataire de plus de 600 traités internationaux, elle fait partie de toutes les plus grandes organisations intergouvernementales. Donc la Chine pourrait se désintéresser de cela, mais de par son positionnement historique d'État non aligné, de proche des États en développement, la diplomatie chinoise a décidé de prendre en fait en main cette espèce de mission qui en fait essaye de convaincre les États majeurs, donc que sont les membres du Conseil de sécurité globalement, que ils doivent tous honorer leur engagement. Donc, c'est-à-dire ne pas entrer et sortir dans les organisations internationales et les traités internationaux comme bon leur semble. On se rappelle que les États-Unis sont sortis des accords de Paris 2 fois de suite. Ils sortent des traités de non-prolifération des armes à moyenne portée. Donc, en fait, la Chine insiste pour que les accords internationaux soient respectés, qu'il n'y ait pas de changement d'avis, qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Et de ne pas perdre son temps finalement à jouer à des jeux à somme nulle. C'est parce que c'est ce que fait l'hégémon anglo-américain, et c'est ce qui explique le chaos dans lequel le monde est en train d'évoluer actuellement. Voilà. Donc la Chine, contrairement à l'hégémon anglo-américain, elle met bien en avant le fait qu'elle ne pratique aucun type d'exceptionnalisme. Hein, elle ne se positionne pas comme ayant une mission civilisatrice de répandre quelques principes que ce soit la démocratie ou le communisme. C'est pas du tout la mission que se donne la Chine. La Chine a un modèle qui lui convient à elle, et elle propose en fait elle propose de mettre à disposition des pays en développement, du monde entier, et même des pays développés, un système qui serait basé plus sur plus d'équité, plus de justice dans le système international. Voilà. Et elle donne un exemple, par exemple, elle dit Wang Yi a répété, on travaille avec n'importe qui, contrairement à l'hégémon anglo-américain qui choisit ses interlocuteurs diplomatiques. Et donc s'il y a un régime qui ne lui convient pas dans un pays, ce régime est sanctionné, ostracisé, diabolisé dans les médias. Et la Chine a donné, par exemple, l'exemple de la Syrie récemment, puisque la Chine, le gouvernement chinois était proche du gouvernement d'Assad, traditionnellement, et la chute précipitée d'Assad n'a pas donné lieu à, on va dire, à une fermeture d'ambassade chinoise ou quoi que ce soit. La diplomatie chinoise a expliqué qu'elle travaillait avec tout le monde, elle travaillait en fait avec le peuple syrien, et que donc quel que soit le nouveau leader de Syrie,
la Chine tenterait de travailler en bonne intelligence avec lui. Voilà. Donc le respect de la souveraineté, le respect de l'intégrité territoriale. Pourquoi est-ce que c'est si important pour la Chine? C'est que en fait, c'est un principe de base des Nations Unies, mais c'est surtout que la Chine souhaite que ces deux principes-là soient respectés pour elle-même en fait, et notamment sur la question de Taïwan. Alors dans les deux discours de Wang Yi, la question de Taïwan est revenue justement, parce qu'en disant que en fait la souveraineté et l'intégrité territoriale, qui sont deux des principes défendus par les Nations Unies, ces deux principes qui sont fortement mis à mal dans le monde entier, et notamment dans le cas de la Chine sur la question de Taïwan. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. La question de Taïwan qui malheureusement pourrait s'envenimer bientôt. On voit que il y a de plus en plus de provocations qui sont faites par les États-Unis, qui envoient de plus en plus d'hommes, de matériel militaire à Taïwan. Il y a un pré-bail qui a été octroyé à Taïwan, qui permet à Taïwan de s'endetter, comme l'a fait l'Ukraine en fait, auprès des États-Unis pour leur acheter des armes, pour les changer tous les 5 ou 10 ans, et que Taïwan en fait est en train de dériver un petit peu, enfin de s'éloigner du statu quo avec la Chine. Et récemment, à Pékin, un haut dirigeant du parti a expliqué que le modèle qui était proposé à Taïwan était très souple, le modèle de liberté si Taïwan revenait à la mère patrie, mais que si Taïwan, le gouvernement actuel taïwanais se laissait aller soit à l'indépendance, soit résister à une réunification à terme, finalement les conditions qui seraient octroyées à Taïwan après réunification seraient beaucoup moins avantageuses que si la réunification se fait de bon gré. Alors un troisième point qui a été soulevé par Wang Yi et qui est très important, c'est l'importance de pratiquer le multilatéralisme. Parce que c'est un mot qui est très utilisé, mais on voit dans les faits que de nombreux États occidentaux ne le pratiquent plus. Ils pratiquent plutôt le principe du « moi d'abord », et en étant très fiers d'ailleurs. On se rappelle la phrase de Kissinger qui disait les États-Unis n'ont pas d'amis permanents, ils n'ont que des intérêts. Alors c'est une phrase qui est souvent répétée, les Occidentaux s'enorgueillissent un petit peu de ça, de cette espèce de cynisme, de réalisme des relations internationales, mais la Chine, comme je l'expliquais dans des articles récents que j'ai publiés dans la revue de géopolitique profonde et dans des émissions que j'ai faites ici et là, la Chine propose une espèce de voie médiane, et en fait, il y a une autre expression que la Chine aime mettre en avant, c'est qu'en Chine, les amis doivent être éternels, et que les intérêts doivent être communs. Donc on voit qu'on est très éloigné de la vision anglo-américaine des relations internationales, et selon la Chine, c'est la solidarité entre les États qui apportera des solutions, alors que si on entre et si on reste en fait dans une logique de confrontation des blocs, héritée de la guerre froide, le chaos ne fera qu'empirer. Donc la solidarité, comment est-ce qu'elle s'exprime? Pékin contribue à hauteur de 20% au budget des Nations Unies, ce qui est énorme pour une nation qui était en développement jusqu'il y a pas très longtemps, et elle est précurseur sur des grands accords internationaux du style accord de Paris, et après les avoir signés, non seulement la Chine n'en est pas sortie, mais elle est actuellement en première position en fait sur l'utilisation des énergies renouvelables dans le monde. Et donc la Chine montre que le multilatéralisme, ça n'est pas un vain mot, c'est quelque chose qui doit tendre vers ce qu'appelait Xi Jinping en 2014. Le président Xi Jinping a proposé au monde entier un concept qui est hérité donc qui serait en fait le résultat d'un multilatéralisme vraiment pratiqué. C'est le principe de la communauté de destin pour l'humanité. Et cette communauté de destin de l'humanité, ça nécessite que tous les États mettent de côté leurs différences, qu'elles soient historiques, culturelles, systémiques, c'est-à-dire que des pays communistes et des pays capitalistes peuvent collaborer ensemble, des différences idéologiques, tout ça pour assurer en fait une plus grande prospérité de l'humanité. Et ça, ce genre de discours, en Occident, c'est considéré comme quasiment de l'enfumage,
un conte de fées, quelque chose qui est inatteignable, une espèce d'idéalisme qui n'a pas lieu d'être dans les relations internationales, alors que la Chine ne s'empêche pas, tout en étant réaliste quand il le faut, ne s'empêche pas d'avoir un idéal pour le reste de l'humanité qui soit autre chose que la loi de la jungle qui nous est proposée actuellement. Voilà. Et ça, c'est aussi bien le résultat, comme je l'explique dans mon ouvrage, que je vous encourage à vous procurer, c'est vraiment le résultat de la vision internationale du Parti communiste chinois, mais en même temps de la tradition chinoise qui est de penser pour le bien commun. Et donc cette pensée, on va dire plutôt altruiste, c'est elle a reçu énormément de soutien de la communauté internationale, puisqu'on voit la liste d'attente qui s'allonge pour rejoindre les nouvelles routes de la soie, l'initiative Ceinture et Route. C'est plus de 160 États déjà qui sont participants. Et les BRICS, évidemment, qui sont une structure un petit peu plus formelle que les nouvelles routes de la soie, mais qui a eu aussi une liste d'attente très allongée d'États du Sud global qui souhaitent rejoindre les BRICS. Dernier point soulevé dans les discours de Wang Yi, c'est là aussi très différent de la vision anglo-américaine des choses, c'est d'adopter une attitude d'ouverture et de bénéfices mutuels. La Chine, quand elle fait des affaires ou quand elle rencontre une négociation avec des acteurs extérieurs, son objectif est de trouver une solution, comme on dit en anglais, passez-moi l'anglicisme, win-win, voilà, un bénéfice mutuel, alors qu'on nous voit dans la vision anglo-américaine des choses, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire c'est le gagnant qui rafle la mise et l'autre, le perdant, qui se mord les doigts d'être entré en conflit avec les Gémeaux. Pourquoi est-ce que la Chine parle de ça? C'est parce que, comme vous le savez, elle est victime de sanctions commerciales, de droits de douane complètement arbitraires, décidés par les États-Unis. Alors, elle n'est pas seule, hein. On a vu que le Canada, le Mexique prenaient 25%, l'Union européenne également. Taïwan, qui est également censé être un allié des États-Unis et même un protégé des États-Unis, se retrouve également impacté par des droits de douane notamment sur tout ce qui est semi-conducteurs. Et donc la Chine explique que les droits de douane arbitraires, le protectionnisme, c'est quelque chose qui n'est bénéfique à personne finalement, parce que on voit dès que la Chine est sanctionnée, tout comme la Russie, sanctionnée ou en fait les droits de douane sont appliqués pour en fait casser la chaîne d'approvisionnement mondiale et en fait pénaliser la Chine, ça ne la pénalise que très temporairement et ça prend quelques années pour que la Chine développe, comme la Russie, des solutions alternatives, redécouvre la profondeur de son marché intérieur qui lui permet d'avoir une consommation qui absorbe en fait toute cette production et toute cette innovation technologique. Donc la Chine explique qu'en fait essayer d'enrayer ou de freiner le développement économique d'un État, et elle ne se prend pas en exemple, mais comme le font les États-Unis vis-à-vis de la Chine, c'est une erreur, parce que cela conduit à, on va dire, une fragmentation de la communauté internationale, puisque les pays, la Russie est maintenant autonome dans un grand nombre de technologies, de produits agricoles, des choses comme ça. La Chine, elle est en route pour le faire également, et donc finalement c'est fragmenter en fait la communauté internationale, ce qui, on le sait, n'est pas bénéfique à l'ensemble du monde. Voilà. La Chine se voit dans ce processus de multipolarité et dans cette recherche d'un bénéfice mutuel. La Chine se voit comme un facilitateur en fait, parce qu'elle pointe le fait que même si sa croissance a énormément ralenti, hein, on se rappelle l'année dernière, elle n'était qu'à 5% de croissance, elle a quand même, grâce à ces 5% de croissance, contribué à 30% de la croissance économique mondiale. Voilà. Donc ça, la Chine se voit, et d'ailleurs ça a été répété plusieurs fois par des diplomates chinois, elle est un des moteurs de croissance du monde, mais elle explique qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul moteur de croissance dans le monde, que s'il y en a 2 ou 3 ou 4, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc ce n'est pas... en fait, c'est mis en avant par la diplomatie chinoise pour expliquer que la Chine n'essaie pas de remplacer les États-Unis. La délocalisation de l'industrie américaine vers la Chine, ça n'est pas le fait de la Chine, c'est le fait des élites anglo-américaines qui ont délocalisé pour augmenter leurs marges et des choses comme ça. La Chine en a évidemment énormément profité, mais elle n'a pas l'intention d'accaparer à elle seule la croissance mondiale, la partager avec d'autres
pôles régionaux lui convient tout à fait. Voilà. Et donc elle propose également sur le champ, on va dire, politico-économique, la Chine propose de créer aussi des synergies entre ses propres projets à elle, par exemple les nouvelles routes de la soie, et des projets équivalents européens, comme ce projet européen qui concerne l'Eurasie principalement, qui s'appelle Global Gateway. Et en fait, la Chine dit, au lieu de faire des projets concurrents d'investissement vers les pays en développement, mettons nos ressources ensemble, trouvons des synergies et avançons ensemble. Voilà. Alors, comment est-ce que c'est perçu en Europe? D'abord, avant de parler des États-Unis, la relation entre la Chine et l'Union européenne, elle est très conflictuelle. Et c'est pas du fait de la Chine, on le sait, on voit les déclarations complètement absurdes de la nouvelle directrice des relations internationales de l'Union européenne, l'Estonienne Kaja Kallas, qui dit que la semaine dernière, elle expliquait dans un think tank américain que il fallait absolument pas faiblir par rapport à la Russie, parce que si jamais l'Union européenne faiblissait par rapport à la Russie, l'Union européenne ne pourrait pas combattre la Chine. China is so much bigger economy than Russia is, with so much bigger military than Russia is. So if you're saying that you're not able to beat, that we collectively are not able to really pressure Russia so much that it would have an effect, because then how do you say that you're able to take on China risk? Alors, on ne savait pas que l'Union européenne avait pour vocation de combattre la Chine. Enfin, Madame Kallas l'a révélé à tout le monde. D'ailleurs, l'animateur du débat a dit « Oh, ça, faudra qu'on l'efface au montage parce que ça va pas plaire à nos amis chinois. » Bon, voilà. Et donc la Chine, en fait, a toujours considéré l'Europe, d'abord, enfin, les États européens, puis l'Union européenne, bon an mal an, comme un partenaire plutôt qu'un rival. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas vrai. On se rappelle de plusieurs leaders européens qui parlent de la Chine comme un rival systémique, comme une menace existentielle. Et donc, il y a vraiment un problème dans la relation sino-européenne, parce que nous, les Européens, sommes dans une approche de confrontation avec la Chine, avec une Chine qui, elle, nous considère État par État comme des nations amies. On se rappelle pas la peine de revenir sur la bonne relation historique franco-chinoise, mais on peut dire la même chose de la relation avec l'Allemagne, avec l'Italie. Donc on se retrouve dans une situation où c'est l'Europe qui, par suivisme, même si on a des leaders qui nous parlent d'autonomie stratégique européenne, on sait très bien et on voit très bien de plus en plus que c'est en fait avec un suivisme des États-Unis. Mais voilà, la Chine se retrouve dans une situation où elle est on va dire sanctionnée par l'Europe, par l'entité supranationale qui est l'Union européenne, et qu'elle essaie de développer une relation plus cordiale et plus dans une continuité amicale avec les États européens. Sur la question des États-Unis, alors là, au-delà de l'aspect commercial, on ne va pas revenir sur les sanctions et sur les tarifs douaniers, mais la question qui a été abordée par M. Wang Yi dans ses discours, il y a des questions que lui ont posées des journalistes, c'est quid de ce soudain rapprochement entre Trump et Poutine sur la question ukrainienne. Et effectivement, on a demandé, enfin les journalistes demandaient est-ce que la Chine est inquiète, parce qu'il est vrai que Trump avait expliqué pendant sa campagne présidentielle que son premier objectif ce serait de déconnecter la Chine de la Russie, ce qui était en fait une énorme erreur de l'administration Biden, qui en faisant ce qu'elle a fait en Ukraine a fini par rapprocher, en fait coaliser la Chine et la Russie et d'autres pays du Sud global, ce qui était, je le rappelle, le cauchemar de Brzezinski, qui disait dans les années 70, puisqu'il était conseiller des affaires étrangères du président Carter. Il expliquait que pour les États-Unis, la plus grande catastrophe, ça serait que Chine, Russie, Iran se coalisent. C'est arrivé, et donc Trump a dit « je vais déconnecter cela ». Et donc, on voit un petit peu une espèce de Nixon inversé, puisqu'on se rappelle que dans les années 70, le président Nixon américain avait entamé un rapprochement avec la Chine pour pouvoir antagoniser et se concentrer en fait sur son conflit de la guerre froide avec l'URSS de l'époque, et que là on a l'impression que c'est le contraire qui est fait, mais c'est la même méthode, c'est d'entamer un rapprochement avec la Russie pour pouvoir concentrer ses forces
sur la lutte contre la Chine, qu'elle soit économique ou qu'elle soit potentiellement militaire. Alors, la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que cette alliance est fragile finalement? Est-ce que cette nouvelle alliance sino-russe est fragile? Et M. Wang Yi a répondu que non, parce que d'abord, ça n'est pas une alliance, dans le sens qu'une alliance, c'est très contraignant et ça enlève une partie de la souveraineté, puisque une alliance comme l'OTAN, par exemple, l'article 5 fait que si un État est attaqué, tous les autres doivent le défendre. Donc c'est forcément en contradiction avec les intérêts de la nation. Donc la relation, le partenariat stratégique sino-russe n'est pas une alliance, n'est pas tourné contre l'Occident et n'est pas dans une logique de confrontation, mais plutôt basé sur un respect des intérêts mutuels et convergents de la Chine et de la Russie, et notamment, enfin surtout, c'est en fait le fruit d'une réflexion, parce que pourquoi est-ce que la Chine et la Russie ont décidé de s'allier, enfin pas de s'allier, mais de se consulter sur absolument toutes les questions? C'est une réflexion historique et un aboutissement en fait de 40 ans d'être la victime de l'agression, de l'hostilité anglo-américaine, un coup la Chine, un coup la Russie. On a vu que ça a commencé dans les années 80, fin des années 80 avec la Chine, avec la révolution de couleur qui a échoué sur la place Tiananmen, et puis ensuite ça a été la Russie avec l'Ukraine, Maïdan, et puis c'est revenu à la Chine. Donc en fait, pendant 40 ans, ces deux États qui n'étaient pas très amis à la base, qui se regardaient un petit peu en chien de faïence depuis des décennies, ont fini par se rendre compte qu'ils étaient dans le viseur du même agresseur, et donc ont décidé de se coaliser. Donc cette nouvelle relation sino-russe, selon M. Wang Yi, c'est non seulement elle n'est pas en danger, mais en plus de ça, elle devient un point d'ancrage solide dans un environnement géopolitique de plus en plus volatile. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne évidemment, à la recommander, à faire des commentaires. Tout ça, ça fait monter dans les algorithmes pour partager avec de plus en plus de gens. Également, je vous rappelle de vous procurer, pour plus de détails sur ce que je viens de dire, vous procurer la nouvelle édition augmentée de mon ouvrage « Comprendre la relation Chine-Occident ». Il vient d'être mis à jour en novembre 2024, donc c'est très, très récent. Et si vous voulez des informations sur un rythme quotidien, vraiment qui suit l'actualité de très près, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Telegram et à mon compte X, dont je mettrai les coordonnées en description de la vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.